Buenos días. Saison 2, épisode 10, rencontre avec Eva, thérapeute holistique. Salut et bienvenue dans Sensiblement différent et la thématique spéciale du mois, l'alimentation. Dans l'épisode précédent, nous avons eu le plaisir de plonger dans l'univers fascinant de la naturopathie avec Loen Couteau. Nous avons exploré ensemble le concept clé d'assimilation dans le corps humain. Nous avons découvert ensemble l'importance de la mastication, de la qualité des éléments, de l'hydratation, d'un sommeil réparateur, de l'activité physique et même de la bonne humeur. Loen nous a guidés à travers ce voyage de la digestion, chaque étape, en soulignant le rôle essentiel de chaque organe dans le processus d'assimilation des nutriments pour une assimilation efficace. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Eva, thérapeute holistique, spécialisée dans la santé naturelle, dont l'hydratation, qui va te parler de 2 des 4 piliers essentiels pour la santé, pour elle, à savoir l'alimentation et surtout l'hydratation. Si tu ne sais pas encore pourquoi tu as été appelé à cliquer sur le lien vers ce podcast, sache qu'il pourrait y avoir, à l'issue de cet épisode, des choix de l'ordre de l'avant-après. Tu es prêt ? Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne chanteuse. J'agis comme révélateur. Bonjour Eva. Bonjour. Écoute, je suis ravie de te recevoir ici dans le podcast Sensiblement différent. Je suis extrêmement honorée de l'acceptation de mon invitation. Et je voulais te demander, juste en introduction, en 2 mots, c'est ce que je fais toujours lorsque je reçois un invité. Qu'est-ce que tu peux dire de toi ou comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui? Quels sont tes mots d'aujourd'hui pour parler de toi? D'abord, je te remercie de m'avoir invité. C'est très agréable. Ça prouve que le travail que je fais paye et qu'on me remarque de plus en plus. Et donc, le but, c'est pas de se faire remarquer sur le plan égocentrique, mais comme je publie beaucoup d'informations pour alerter les gens, pour leur donner une éducation, donc ça fait plaisir de voir que le spectre est large et que j'atteins beaucoup de gens. Et donc, toutes les deux, on s'est retrouvés sur LinkedIn, j'imagine, puisque c'est un des supports sur lesquels je travaille le plus. Alors, je suis depuis quelques années thérapeute holistique. Alors, ça n'a rien à voir avec ma formation de base. J'ai eu plusieurs diplômes, plusieurs études complètement différentes et qui n'ont rien à voir avec la médecine et la santé. Mais c'est vrai, depuis que je suis jeune adulte, je me forme à la psychologie et je m'intéresse fortement à divers sujets, dont la médecine. Mais c'est large, hein, c'est aussi les neurosciences, ça peut être l'ingénierie sociale, ça peut être le marketing et la communication, parce qu'avant je travaille dans ce domaine aussi, ça peut être tout ce qui permet de comprendre le fonctionnement humain, grosso modo. Et donc la santé, ça doit faire une quinzaine d'années que je m'y intéresse très sérieusement. Et donc la santé, évidemment, la prévention santé, la médecine chinoise, la santé cellulaire, voilà, tout ce qui est en prévention pour éviter de tomber malade. Et je précise, donc je ne suis pas médecin, je suis thérapeute holistique. Holistique, ça veut dire dans son ensemble. Voilà, en fait, c'est justement la question que j'allais te demander parce que holistique, c'est un mot qui est à la fois très beau, mais qui est parfois nébuleux pour les gens quand ils se disent ça veut dire quoi, un thérapeute holistique ou un coach holistique. Ouais. Quelle ce serait ta définition à toi de holistique, justement? C'est de prendre une problématique dans son ensemble. Par exemple, D'accord. une personne vient me voir, bonjour, j'ai mal au ventre. Alors, j'imagine qu'il y a des médecins qui vont grincer des dents en disant, mais elle, c'est quand même pas son rôle. Moi, je me repose sur une équipe de professionnels de santé et j'encourage toujours les gens, évidemment, à rester en contact avec leur médecin, car je ne les remplace pas. Néanmoins, j'ai une vision et une approche différente du médecin, très modeste, selon toutes les études et les lectures que j'ai eues, les conférences que j'ai écoutées, les références du monde entier. Hein. Il y a des médecins aux États-Unis, il y a des médecins en Asie. Enfin bref, je lis, j'écoute, et puis j'emmagasine, et ça me permet aujourd'hui d'avoir la possibilité d'avoir des pistes de réflexion. Voilà. Donc j'oriente, et après les gens décident si ils préfèrent rester avec leur médecin et appliquer les solutions allopathiques. J'ai mal au ventre, je vais voir un déjà, gas. Gastro-entérologue. Ouais, merci. Oh, ils ont des noms. Voilà, où j'ai mal là, je vais voir un tel, où je prends des médicaments, et puis on va attendre que ça passe, et puis on prend des anti-machins et des antibidules. Bon, c'est un choix. On fait des prises de sang, des prises d'urine, oui, c'est la base.
Mais je pense qu'on peut aller plus loin puisque c'est démontré depuis 5000 ans en Asie que les émotions sont reliées aux organes, que notre posture mentale est essentielle pour notre santé et que parfois si on a mal au ventre, ça peut être psychosomatique, ça peut être un problème de ventre pur et dur, j'ai une flore intestinale très appauvrie, je peux avoir éventuellement une maladie, la maladie de Crohn, ou etc. Mais c'est pas moi qui vais diagnostiquer évidemment. Mais j'essaye en fait, de recoller les choses aux autres. Faut toujours revenir en arrière. Donc, si j'ai mal au ventre, quelle est ma situation actuelle, ou qu'est-ce que j'ai pu manger, ou comment je pense, comment je vis. Et souvent, c'est lié soit à la posture mentale, soit à l'alimentation. Et puis le stress, évidemment. Le stress, c'est des grosses problématiques de notre siècle. Et ça crée des douleurs. Mmh. Comment est-ce que toi, tu es arrivé à cette fonction, ce métier, cette vie professionnelle en tant que thérapeute holistique? Quel est ton parcours Ben, c'est un professionnel? Enfin, dis-moi, voire personnel, parce que généralement c'est mêlé, mais quelle est ton histoire? c'est un cheminement de vie que j'avais absolument pas prévu quand j'ai fait mes études. Les premières études, c'était vie touristique à Paris. Donc, rien à voir. J'ai étudié l'histoire de l'art. J'ai étudié Paris. C'était passionnant. J'ai adoré. Moi, les circuits que je faisais, c'était sur l'histoire de nos ancêtres. Comment on vivait, comment on mangeait. Bon, tu vois, déjà, je m'intéressais à Déjà, l'alimentation. tu étais dans l'histoire des, oui, l'exploration quand même dans le temps, hein? Ouais. Et voilà, donc j'ai adoré, mais j'ai quitté Paris parce que c'est une vie qui ne me convient absolument pas. Donc, je suis allée vivre en Isère, où j'avais une vue sur les montagnes, où j'étais dans un environnement verdoyant. Et puis, je vais pas raconter tout mon parcours parce qu'il y a quand même 30 ans d'expérience, mais j'ai fait d'autres métiers, j'ai créé des sociétés qui n'ont rien à voir avec tout ça. Mais en parallèle, comme je suis une grande curieuse et avide de connaissances, j'ai toujours énormément lu, écouté des conférences, je me suis rapprochée des grands professionnels reconnus dans le monde sur chaque sujet, et donc la médecine, et la santé et la psychologie, c'était quelque chose qui m'intéressait depuis que je suis jeune adulte. Voilà, et donc dans mes, on va dire, mes 20 dernières années, j'étais coach aussi. Donc OK. je coachais des artistes et après je coachais des entrepreneurs. Je coach toujours des entrepreneurs mais d'une autre façon. Avant, c'était plus dans le marketing, positionnement de marché et comment bien développer son activité. Et ensuite, ça a été dans la thérapie, plus psychologie et santé, comment aider les entrepreneurs à être au meilleur de leur forme physique et psychologique, parce que je dis toujours qu'un entrepreneur, c'est comme un sportif de haut niveau. Il doit faire attention à tout, à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, à sa façon de penser, de dormir, de bouger, etc. Et moi, j'aime bien accompagner les gens dans leur mieux-être. Et donc, forcément, à un moment donné, c'était logique que je finisse dans cette voie. Et depuis 5 ans, ben, je me forme quasiment à plein temps pour apprendre de plus en plus et être la meilleure conseillère possible. Mais comme on dit, plus on sait, moins on sait. Donc, je me rends compte que plus j'apprends, plus il y a à apprendre et c'est infini, quoi. J'étais en train de penser que ce que tu disais de l'entrepreneur, on pourrait presque, l'étendre à tous les humains, hein. Si on se considérait tous Oui, comme des sportifs de haut niveau, peut-être qu'on prendra en considération davantage, en fait, toute cette sphère qui est autour de nous, entre notre environnement, ce qu'on met dans notre corps et comment on gère chaque seconde de notre temps. Mais j'aime bien cette approche de sportif ou d'aventurier. Moi, ça dépend des choses. Des fois, j'oscille un peu entre les 2. Mais cette préparation-là, en fait, si on l'acquérait comme un quotidien, peut-être qu'on parlerait moins de prévention, mais d'une façon d'être et de se construire, en fait, qui prendra en compte toutes nos sphères, en fait, qui serait une approche holistique dans notre propre construction. mais tout à J'aime fait. bien, que tu dis. Je te remercie pour ce partage et pour ce parcours qui est très riche. Aujourd'hui, on va parler alimentation. C'est la thématique, de notre mois enfin, en tout cas du mois de novembre de ce podcast. Comment est-ce que toi, tu abordes l'alimentation et qu'est-ce que ton parcours t'a amené à penser ou à expérimenter ou à voir comme étant prioritaire et essentiel? Alors, d'introduction, je dirais que je ne suis pas naturopathe, même si je me suis formée à la naturopathie. Mais comme je suis holistique, évidemment, je n'ai pas de spécialisation sauf celle que je veux bien me créer. Donc, comme tu sais, je me suis plutôt spécialisée dans l'hydratation. Je fais juste une parenthèse. S'hydrater, ça ne veut pas dire boire suffisamment d'eau, ça veut dire boire l'eau dont le corps a besoin. Et ça, malheureusement, il y a une désinformation énorme et les gens ignorent presque à 100% ce qu'est boire une bonne eau. Mais c'est pas l'objet de notre
échange aujourd'hui, mais je tenais quand même à faire une introduction. Et donc l'alimentation est aussi importante que l'hydratation, et là on comprend mieux parce qu'on a des campagnes d'information depuis quelques décennies, parce que voilà, on le lit dans les magazines, donc on l'entend à la télé, on sait qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Mais moi, je suis sûre que l'alimentation, je ne suis pas la seule à le dire, hein, mais Hippocrate le disait déjà, que l'alimentation est notre première médecine, et donc tout ce qu'on mange est soit un poison pour notre corps, soit au contraire quelque chose qui va permettre au système de bien fonctionner, mais on n'a pas cette connaissance. Il faut être naturopathe pour ça. Donc on ne sait pas si je mange ça, qu'est-ce que ça fait, si je mange trop de ça, quelles sont les conséquences. Mais néanmoins, de tout ce que j'ai pu lire, apprendre et je continue à faire, je commence à avoir une idée de ce qui peut être positif ou négatif pour notre système, même si chaque individu est différent, évidemment, mais il y a des points communs pour tout le monde, ne serait-ce que le sucre, par exemple. Il n'y a pas besoin d'être jeune, vieux, ou noir, blanc, ou que sais-je, pour dire attention, ça ne s'adapte pas à ce terrain. Le sucre est un poison pour tous les êtres humains. D'accord. Donc toi, quand tu regardes les aliments, tu as une façon presque de les classer, soit c'est source d'énergie, soit c'est poison. C'est à peu près ça le grand Je tri. dirais plutôt qu'est-ce qui est bon ou pas bon, D'accord. dans les Bon. grandes lignes. C'est-à-dire, j'ai pas une approche comme le naturopathe, puisque voilà, je ne suis pas naturopathe. Néanmoins, je sais ce qu'il faut qu'on arrête dans cette société moderne qui nous empoisonne au quotidien. Donc, je peux citer quelques exemples. Le café, ça met le corps en acidose. Le lait, c'est une très mauvaise boisson qui fait partie de notre éducation. Hein. On a l'habitude, nos grands-parents, nos parents, de boire un lait chaud avec du chocolat ou un bol de céréales le petit matin pour aller à l'école. Malheureusement, c'est vraiment le pire petit déjeuner de la planète. Déjà, le lait n'est pas du tout adapté au corps humain, même si on a fait de belles campagnes commerciales dans les années 60-70 pour nous faire comprendre que c'était bon pour le calcium. Et Dieu merci, il y a des spécialistes qui se lèvent et qui crient haut et fort qu'il faut arrêter avec cette fausse croyance. Donc, si j'ai un conseil à donner, arrêtez le lait de sucre et tous les dérivés du lait de vache, parce que c'est pas bon, alors que le brebis et chèvre, c'est accepté. On n'est pas du tout adapté pour assimiler ce lait. N'oubliez pas que le lait de vache, il est créé pour le veau. Il n'est pas créé pour l'humain. Donc forcément, il y a si un veau boit ce lait, ben, il va prendre 800 kilos en quelques mois parce qu'il a besoin de ce lait pour sa croissance. Imaginez un humain, si on dit si tu bois ce lait, tu vas prendre 800 kilos. Ça ne le fait pas parce que le corps s'adapte, mais ça pourrait être possible. Hein. Donc c'est comme si je disais, est-ce que si vous voulez plus nourrir votre enfant au sein, est-ce que vous voulez lui donner le lait de la chatte que vous avez dans le jardin ou le lait de la louve de la forêt Chaque être sur la terre a son alimentation adaptée. Voilà, donc un chat va manger des souris, des mulots, etc. Il va jouer avec les insectes. Ben nous, on va boire de l'eau de la rivière, l'eau de source. Et on va pas boire du lait d'un animal. Donc ça, c'est un exemple. Mais il y en a plein. Et ce qui peut être amusant dans ce que tu dis, c'est que je me souviens d'une époque justement où il y avait l'allaitement maternel. Alors maintenant, c'est un peu plus... On se détend un peu par rapport à l'allaitement maternel, mais en tout cas, moi, quand j'avais mon premier enfant, il y avait toute une histoire de culpabilisation pour dire que en fait, pourquoi prendre du lait maternel? En fait, il y avait une forme de liberté avec le lait de vache. Et puis, la question que je me posais sans forcément avoir des grosses connaissances, j'avais pas du tout de connaissances en natureuse, je dis, mais le lait de vache, on est bien d'accord que c'est pour un veau qui a quand même un fonctionnement et puis le maternel, il est fait pour l'humain. Et rien que cette question-là, tu sais, de dévier ça en modifiant la norme juste parce qu'il y a d'autres enjeux. Après, on pourrait discuter des enjeux économiques, etc. Mais en tout cas, cette simple question qui peut être du bon sens ou de juste une forme de logique, je ne sais quoi, tu dis, bah, ok, mais le lait maternel, l'enfant, le vache, le veau, et puis déjà, tu commences sur une base qui pourrait paraître à peu près correcte. Mais j'étais amusée, en fait, de voir cette espèce de détournement, quelque part, tu vois. C'est un très Et bon raisonnement. Mais en fait, ce qu'il faut qu'on prenne tous conscience, c'est que le cerveau est manipulable à l'infini. Donc pour ça, on le sait, il y a le marketing, la publicité. Si ta maman te donne toujours un bol de lait avec des céréales qui sont bourrées de sucre, c'est vraiment le pire petit déjeuner, plus d'insuline le matin à l'école, après tu t'endors, tu coupes plus la maîtresse parce que t'es fatigué, t'es mort de faim, t'attends midi pour aller à la cantine c'est pas bon gustativement parlant, et j'irai pas au-delà parce que ça va être tout un sujet. Ben, l'enfant il mange du pain, il n'aime pas les légumes, ben oui c'est des légumes surgelés, cuits à l'eau ou en conserve, c'est vraiment pas bon.
Et ensuite, je poursuis là-dessus, parce que franchement, ce qui me touche le plus, et je rebondirai sur l'alimentation aussi du sein, c'est que l'enfant, en gros, son parcours alimentaire, c'est ça, et c'est ce que je dénonce le plus aussi, c'est on commence avec un très mauvais petit déjeuner, on mange pas bien à l'école. Ensuite, au goûter, qu'est-ce qu'on a? Que des sucreries, des gâteaux secs industriels, des petits jus de fruits industriels bourrés de sucre, donc encore du sucre. Le soir, ben, comme majoritairement les femmes travaillent, c'est leur choix, mais il n'empêche que, je le dénonce souvent, c'est un choix, ok, mais il faut vraiment accepter les conséquences de son indépendance professionnelle et financière. Ben, c'est que ben, les enfants sont un petit peu mis de côté, il faut être honnête. Et ça a des conséquences sur la famille, sur la société. Enfin, tout est en chaîne, hein. On est tous interconnectés et tout ce qu'on fait a un effet qui peut même faire le tour du monde, quoi. Donc votre petit, il mange pas bien le matin, il mange pas bien le midi, il mange pas bien au goûter, et le soir, ben, comme si maman elle travaille, elle a pas trop le temps, et ben le gros problème de notre société moderne, c'est les plats industriels, les pâtes à l'eau, les pizzas, les tout ce qu'on veut, et encore une mauvaise alimentation, des soupes en briques bourrées de sucre, trop de sel, c'est pas des bons légumes. On sait bien d'où ils viennent, hein. Tout ce qui est industriel, c'est ce qui est le moins cher possible, donc le moins bien cultivé. Et puis c'est mis dans des briques, dans des boîtes de conserve, on congèle ou je ne sais quoi, et l'enfant il mange ça et après il va se coucher. Souvent pour les tout petits, un biberon de lait avant de s'endormir. Donc conclusion, si on multiplie ça sur une année, sur une vie, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, l'enfant soit souvent malade. Hein. Allô, l'école, ben, je prends 3 jours. Allô, mon chef, je suis désolée, je peux pas venir, mon enfant est malade. Et je ne vois que ça autour de moi, des enfants malades. Ils sont malades ben, parce qu'ils mangent mal et ils boivent mal aussi. Le seul petit apport que je peux faire, c'est que ça peut être le papa comme la maman qui est impliqué dans la nourriture de son enfant. Mais la question que je voulais te poser, c'était qu'est-ce que serait selon toi une bonne alimentation pour un enfant, justement, puisqu'on était sur l'enfant? Comment pourrait-il commencer sa journée pour se charger en énergie plutôt que de s'épuiser? Et qu'est-ce que tu pourrais proposer ou qu'est-ce que tu es amené à soutenir comme type d'alimentation? Bon, on va commencer à la naissance. Allons-y. La naissance, ben, c'est le sein et rien d'autre. Mm. Non pas que je sois quelqu'un d'excessif, mais c'est parce que si la nature a décidé que l'humain fabriquerait du lait pour sa progéniture, c'est que c'est la meilleure boisson au monde. Et malheureusement, dans ce monde moderne, on fait tout à l'envers. Et je suis même choquée, très honnêtement, d'entendre des mères qui disent, mais moi, j'ai choisi de ne pas l'allaiter. Chaque choix est personnel et se respecte, je ne juge pas. Néanmoins, ce qui serait bien, et c'est un manque d'information, c'est de prendre conscience que ce lait, selon que vous venez de faire accoucher votre enfant, il a une richesse incroyable qui permet de donner un shoot au gamin dès la naissance. Ensuite, il se transforme en lait plus ou moins nourrissant, plus ou moins riche, pardon, pour se modifier avec l'âge. Donc, on va pas épiloguer là-dessus parce que ce sera encore un autre sujet à développer. Mais le lait, il n'y a pas mieux. Donc, moi, je suis contre le lait en poudre pour 2 raisons. La première, parce que c'est du lait en poudre de vache. Donc voilà, on va pas revenir là-dessus. Et ensuite, c'est de l'eau en bouteille. Et comme je suis spécialisée dans l'hydratation, moi, ça me hérisse le poil de se dire si seulement les mamans savaient qu'on pourrait changer le cours des choses et apporter ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Mais l'eau en bouteille, c'est une eau morte, stagnante, qui n'a pas un bon pH adapté au corps humain. Donc, il est entre 7, on va dire 6,5 et 8 selon les marques. C'est rarissime à 8. Alors que le corps a besoin d'un 8,5, 9,5. Donc déjà, on ne donne pas la bonne eau. C'est bourré de microparticules de plastique qu'on retrouve dans le sel des bébés, et dans les organes et dans le cerveau. Le corps n'est pas fait pour éliminer les métaux lourds et les plastiques. Donc déjà, on commence très mal à la naissance. Et ensuite, on va donner des petits pots Nestlé, pour pas les citer. Bon, c'est des petits pots industriels, c'est pas des petits pots maison, c'est pas des bons légumes et fruits qu'on a achetés à la ferme où on se fait livrer aujourd'hui. On peut manger bien en se faisant livrer auprès des producteurs locaux, auprès de sites web qui nous proposent que des bons produits bio, etc. Donc on n'est pas obligé d'acheter des produits industriels. Et ensuite, en grandissant, ça va être du poisson pané, ça peut être des légumes surgelés, ça peut être toutes ces choses-là qu'on achète en grande surface. De toute façon,
La solution, elle est simple, et après je te donnerai te dire ce qu'il faut qu'ils mangent. C'est que tout ce que tu achètes en grande surface, pour moi, c'est attention, poison. Voilà. Mm. Résumer tout ce que j'ai pu apprendre. Et puis évidemment, tout ce qui est fast food, junk food, ça on oublie. Donc Mais tout ce qui va être malheureusement, industrialisé, qui va être préparé et qui va être avec des conservateurs, etc., ça se dit, ah bon, là, laissons de côté c'est et devenu tout, hein, réapprenons à fonctionner donc plutôt avec des aliments donc locaux, des aliments de saison, c'est dans cet oui, ordre-là. ça naturel, comme on a toujours mangé, toujours. C'est l'industrialisation qui a modifié nos modes de vie, nos modes de manger, de boire, de tout. Et la sédentarité aussi, c'est un mode de vie contemporain, moderne, qui fait qu'il n'est pas du tout adapté à l'être humain. Et donc on fait tout et n'importe quoi depuis la naissance. Donc à un moment donné, il ne faut pas s'étonner qu'on soit tous en mauvaise santé, hein. Et qu'est-ce que serait pour toi un bon petit déjeuner pour un enfant alors? Un enfant, ou peut-être que c'est la même chose pour un adulte, mais quand tu Ben, penses à un enfant, ben en fait, il vaut mieux manger gras, salé le matin. Donc, vaut mieux des œufs, du jambon, un fruit. On évite les yaourts, hein, c'est des produits laitiers. On prend pas, si on boit un jus de fruits, bah, c'est mieux de manger un fruit parce qu'on sait bien qu'un jus d'orange, c'est bourré de sucre, il n'y a plus de pulpe. Même s'il est pressé maison, voilà, c'est que du sucre. Mais il n'y a pas mieux que tout ce qui est gras, quoi. Gras, salé, c'est l'idéal, ça tient au corps. Idéalement pas avec du pain blanc, c'est du sucre. Donc, moi, je jette tout ce qui est industriel, donc le pain mie, les pains, dans le truc en plastique, qu'on réchauffe au four. Et tout ça, faut anéantir complètement, c'est un mal fou, hein. Et plutôt une bonne boulangerie qui a une bonne farine, parce que c'est la farine aussi qui va jouer. Donc ça, déjà, c'est la base pour tout le monde. Partez avec un petit déjeuner salé. Vous n'avez pas faim le matin, vous êtes un adulte pressé, vous buvez votre café, vous emmenez votre gamin à l'école, vous êtes déjà dans le stress de la réveil. Ça aussi, ça joue sur notre état de santé. Je me stresse, je me fais agresser par un réveil au petit matin, j'ai pas fini de dormir, je me suis couché trop tard, j'ai regardé les écrans, je sais, je suis fatiguée, je dois me lever, branle-bas le combat, toute la famille, je les emmène à gauche, à droite. Je suis dans les bouchons, j'arrive au boulot, je suis dans un état de stress incroyable, même si des fois je me rends pas compte parce que je me dis c'est mon quotidien, c'est la vie, c'est comme ça. Mais non, c'est ton choix de vie, c'est pas la vie. Moi, je suis pas stressée, ça fait 30 ans que je travaille à domicile, je suis pas victime des bouchons, du stress, de toutes ces choses-là. Je me réveille en douceur, je prends un excellent petit déjeuner bien garni, du saumon fumé, du jambon, du fromage, du bon pain avec des graines et une bonne farine. Et ben, je commence bien, tu vois, avec un bon thé vert, un c'est petit c'est le repas le plus riche de ta journée, ton petit déjeuner? ouais. Ouais, il me tient quasiment la journée. Je me réveille vers 8 heures en général, j'ai pas de réveil, c'est le corps qui décide, je suis fatiguée, je me lève, je suis pas fatiguée, tu vois. Donc Ouais. je le laisse faire, je respecte mon rythme biologique. C'est un luxe, les gens qui m'écoutent vont me dire, ouais, mais toi, t'as de la chance, moi, faut que j'aille bosser et j'ai le train à prendre, et ça, je l'entends parfaitement, c'est pas facile, moi, j'aimerais pas, ça, pour moi, c'est une agression. J'aime pas qu'on me bouscule le matin, donc j'y vais en douceur, je travaille, après vers 11 heures, je prends un gros petit déj qui me tient jusqu'à 16-17 heures. Et après, comme je fais du jeûne intermittent, donc ça aussi c'est un excellent conseil, éviter de manger 3 repas et laisser passer 18 heures entre le dîner et le petit déjeuner, donc ça c'est l'idéal, c'est recommandé. Et voilà, on mange trop de toute façon, on ne bouge pas assez et on mange mal. Donc faut retrouver l'équilibre, hein. Faut te reprendre au début, quoi. On a tout Ouais, bah oui, justement. Mais finalement, tu parlais de ton choix de vie. Tu disais que toi, tu aimais bien te lever à 8 heures et du coup, ton rythme professionnel, c'est d'être à domicile. Mais c'est devenu finalement une priorité dans tes choix de vie perso et professionnel, de mettre l'accent là-dessus. C'est-à-dire que ton cadre de vie, ton environnement de vie doit être suffisamment favorable à toi pour que tu te sentes bien. Ça fait partie en fait de tes priorités, quoi. En Priorités de fait, vie. je sais ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et comme j'ai le luxe depuis 30 ans d'être indépendante, hein, Mm. soit parce que j'étais chef d'entreprise, soit parce qu'aujourd'hui je suis thérapeute, même si le cerveau il turbine 15 minutes après le réveil, je commence à bosser direct, mais il n'empêche que le corps il est tout mou, donc je ne me vois pas pendant 30 minutes, 60 minutes du matin à tout faire pour vite, vite aller travailler. Donc ça, je peux pas, c'est le luxe que je m'offre. Mm. Et je peux travailler 7 sur 7, c'est l'inconvénient. Je peux travailler 12 heures par jour.
Ok, il y a d'autres inconvénients à être indépendant, Oui. mais en tout cas, le matin, c'est la douceur. Et Ouais, ce j'allais qui dire que m'aime, c'est un luxe, mais il n'est pas non plus, c'est pas un luxe qui t'est tombé dans les bras, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres choses à gérer quand tu es indépendant ou que tu es chef d'entreprise. Donc, c'est ce luxe-là qui était important pour toi par rapport à d'autres. oui, Mais bon, après, si tu travailles tard le soir, bah, tu fais ton taf et moi tu peux être... j'adore travailler, je regarde pas l'heure, mais par contre, j'aime pas qu'on me stresse dès le matin, quoi. Donc, tu t'es gardé le matin. Ouais, c'est pour moi indispensable, sinon je suis pas bien. J'ai déjà testé, hein. Donc ça me convient pas du tout. Et chacun fait comme il peut, hein. Bien sûr. Donc là, tout à l'heure, on a nommé quelques aliments que tu qualifiais de poison, enfin de poison pour le corps. Donc, on avait parlé du sucre, on a parlé du lait de vache. Est-ce que tu as d'autres aliments comme ça qui sont des grandes catégories qui sont simples à retenir en fait, pour pas que, parce que si on fait un étalage de tout, c'est difficile, mais pour bien que ce soit clair. Donc, on a parlé du sucre, on a parlé enfin, du sucre blanc notamment, mais et industriel, Le de sucre qu'on trouve partout, façon tout générale. simplement, qu'on trouve dans le pain blanc, le pain de mie, qu'on trouve dans les jus de fruits industriels, qu'on trouve dans les soupes en boîte. Le sucre est partout. Et donc, ce qu'il faut plutôt retenir, c'est je mange plus ce qui est industriel. Déjà, vous Ok, réglez 80% de la problématique. ok. Ça, c'est le plus gros poison de la planète, c'est de manger ces plats surgelés, ces soupes en briques, ces petits pots Nestlé. Même si tout Nestlé, ok, c'est pas la même catégorie, mais moi, je pars du principe que si c'est industriel qui l'a fabriqué, c'est pas bon. Hein, parce que j'ai jamais entendu et lu que, il y avait tel ou tel produit qui était bon. Non. Bon, après, en ce moment, la mode, c'est le lait de soja, le lait d'amande. C'est la grande mode, mais il semblerait que ce soit pas particulièrement intéressant sur le plan nutritif quand c'est industriel. Donc, il vaut mieux le faire soi-même. Donc, c'est un naturopathe qui expliquait ça une fois dans une capsule que j'avais pris la peine d'écouter. Donc, oui, en effet, tout ce qui est industriel, c'est à bannir définitivement. La junk food, comme je l'ai dit aussi. En ce moment, je suis en train de regarder le fameux film Super Size Me qui dénonce la malbouffe McDo. Donc, je suis en train de coltiner ça en ce moment en anglais. Et parce que McDo part du principe que non, 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 il y a de la salade, il y a des tomates, tout ça c'est sain, c'est bien, mais ça aussi, ça fait exploser le diabète, comme le sucre. Ça fait de la prise de poids aux États-Unis. Je me souviens plus du chiffre, mais c'est au moins, c'est entre 20, de mémoire, entre 20 et 30% de la population qui est obèse. Elle n'est pas en surpoids, elle est obèse. Et nous, on va dans la même direction. Ils ont également une explosion de diabète, comme nous, tous les pays occidentaux ont une explosion de diabète. C'est dû principalement au sucre. On en mange trop et tout le temps et partout. On mange pas aux bonnes heures, ou alors on est obligé de manger à telle heure alors qu'on n'a pas faim. On est obligé de manger sur le pouce. C'est cher, alors on mange un sandwich. Un sandwich, c'est pas dans l'absolu, c'est pas, c'est bien quand c'est un bon pain et qu'il y a de bonnes choses dedans, mais tous les jours, bah, l'organisme me dit, il me manque ça, 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 ça et ça. Tu me donnes quand? Est-ce que justement, tu as des préconisations pour pouvoir faire un changement? Admettons que quelqu'un ait une habitude de manger avec des choses qui soient industrielles ou que ce soit de façon régulière. Quelle préconisation tu aurais pour dire, bah, voilà quel changement on pourrait mettre en place pour petit à petit arriver à un régime alimentaire ou une façon de manger qui soit différente? Il suffit de regarder derrière soi comment nos anciens ont traversé le temps, ne serait-ce que nos grands-parents, pas besoin d'étudier l'histoire. Le royaume de France comptait grosso modo 90% de paysans. Et la nourriture du paysan, c'était une bonne soupe pleine de légumes et un petit peu de lard, et beaucoup de pain, du pain noir. Et on mangeait quasiment que ça, et on partait au champ avec ça dans le ventre, ça tenait pour la journée. Après, en rebelote, on mangeait la même chose le soir, avec des œufs, etc. Donc c'était ça, hein, principalement, leur alimentation. Alors on est d'accord qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est un peu pauvre, parce qu'il y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Mais ils mangeaient principalement ce qui venait de la terre. Et à l'époque, il n'y avait pas Monsanto, il n'y avait pas Bayer, il n'y avait pas tous ces pesticides, ces herbicides. Il faut vraiment prendre conscience que ce qu'on achète aujourd'hui, c'est quoi? C'est des aliments qui ont été surindustrialisés dans des terres appauvries, avec une pluie acide, des pesticides, et on balance ça dans les étals des supermarchés, on mange, on ingère tout ça, même si c'est invisible, il faut savoir que ça existe, on l'ingère, donc c'est donc un poison à moyen et long terme qui va tout déréguler et qui va nous rendre malades. Donc il faut arrêter le produit industriel, il faut revenir à ce que la nature nous offre.
Si on n'a pas le luxe d'avoir un potager, un verger, et qu'on n'aime pas faire ça, on va vers des producteurs locaux. Il y en a partout, c'est à la mode. Maintenant, il y en a partout. Tu appuies sur Internet, j'habite dans le tel département, est-ce qu'il y en a? Mais vous allez en trouver plein et vous allez les chercher chez eux et vous apprenez à cuisiner. Alors que la nourriture, pour la famille et pour soi, c'est la base numéro un d'une bonne santé. Si on mange n'importe quoi, il ne faut pas s'étonner que ça aille mal à un moment donné, hein, c'est logique. Donc des produits sains, naturels, frais, c'est pas compliqué. Après, apprenez à faire des soupes. Moi, en hiver, je fais des soupes tout le temps. Je vais à la ferme, je vais chercher mes fruits, mes légumes, je fais des salades variées, et l'été, et puis des soupes l'hiver, et à côté de ça, c'est toujours fait maison, c'est toujours équilibré, et je suis pas un spécialiste de l'alimentation, avec des études de naturopathie ou de médecin je sais pas quoi, et qui dit attention, machin. Une petite remarque, ne pas faire de régime, c'est démontré hein, que ça sert à rien, on frustre le corps, il se met en mode stockage dès qu'on lui donne quelque chose, parce qu'il dit attention, il y a une famine qui arrive, et il est programmé comme ça, hein. Il y a une famine, je stocke. Et puis dès qu'on reprend notre alimentation d'antan qui est pas bonne, hein, petit à petit on rajoute du Nutella, pas aujourd'hui, puis le lendemain on va rajouter une pizza industrielle, la fois d'après on dit oh c'est un petit écart, et puis on reprend nos vieilles et mauvaises habitudes, et le corps il se dit ah ça y est c'est bon, j'ai de nouveau toutes mes super calories là, hop je vais stocker, et boum. C'est démontré que plus de 90% des personnes qui ont fait un régime récupèrent leur poids, plus 10% de leur poids avant le régime. Donc, un truc à pas faire non plus, là, on est en diète, c'est la famine et vite, il faut que je me prépare, que je garde tous les aliments pour plus tard, quand elle va continuer à s'arrêter. D'accord. Et en fait, les gens qui veulent perdre du poids, ils disent je vais faire un régime. Donc c'est une mode depuis les années 80, on le sait. Donc il faut enlever ça de sa tête et se dire si je veux mincir, je fais attention à ce que je mange, c'est tout. Je bouge un peu plus parce que bouger c'est la santé. Et le corps se remet en marche et tout va bien. Le corps il fonctionne très bien si on lui donne ce qu'il faut. Et regardez les Japonais, ils sont centenaires en bonne santé. C'est les plus grands centenaires de la planète. Et en excellente santé, c'est pas des gens comme les nôtres qui finissent chez le médecin à manger 25 pilules chimiques par jour et puis qui sont tout le temps chez le docteur ou qui sont en maison de retraite complètement impotents. Donc une alimentation simple, naturelle et faite maison, ce serait ça les recommandations essentielles de façon générale. C'est pas plus compliqué. Ça nous permet de faire une transition vers un sujet qui te tient à cœur et qui est l'hydratation. Transmission. Je passe d'un sujet à l'autre. L'hydratation, pourquoi d'abord ce sujet te tient à cœur et qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que tu as envie de partager à ce sujet? En fait, toute ma vie, j'ai bu de l'eau du robinet, puisque mes parents m'ont donné et que c'est normal et que on pense que l'eau qui vient du robinet, comme elle est contrôlée par les municipalités, les régions, je ne sais quoi, et qu'on dit qu'elle est potable, on dit pas qu'elle est bonne, hein. Ça, tous les mots ont leur importance, hein. C'est de l'eau potable, donc on peut la boire. Et j'ai découvert, par rapport à toutes mes recherches et mes centres d'intérêt dans la santé, que l'hydratation avait son importance dans le corps. Donc j'ai creusé, et je suis tombée justement sur des chercheurs, des scientifiques, des grands professeurs, des docteurs, qui démontrent qu'en fait l'hydratation, elle a plusieurs particularités, et si on ne les respecte pas, on dérègle le système. Et c'est là que ça m'a fait vibrer. Vraiment, l'eau me fait vibrer. Ouais. Et je fais très attention à mon eau. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, on va prévenir tout le monde. Donc, je vais être très brève, parce que c'est un très long sujet, je donne des conférences là-dessus. C'est quoi une bonne eau? Elle doit répondre à plusieurs critères. Donc, celles que nous n'avons pas avec l'eau du robinet, l'eau en bouteille. On ne les a pas. Okay. Et après, je dirais pourquoi ces deux eaux sont pas bonnes. D'accord. Évidemment, et ça c'est public, je vais faire attention à ce que je dis, parce que si Nestlé m'entend parler, ou Evian, ou je sais pas qui, ou bien n'importe quoi, elle est très bonne mon eau. Donc je ne donnerai pas de marque. C'est très spécifique dans mes explications, je parlerai en général. Donc je vais plutôt revenir au début. L'eau du robinet n'est pas bonne, elle comprend du fluor, du chlore, des métaux lourds, des pesticides, des résidus médicamenteux, du radon qui est un gaz naturel cancérigène, etc. La liste est extrêmement longue. Et tout comme l'alimentation industrielle, c'est un poison à moyen et long terme. Donc à force d'ingurgiter tout ça,
et ben ça se dérègle à l'intérieur et c'est bien connu qu'ensuite on se met en déshydratation, on se met en acidose et c'est la porte ouverte aux maladies. C'est démontré par le docteur Otto Warburg, prix Nobel de la médecine en 1931, qui a beaucoup étudié le cancer et les causes du cancer. Il avait déjà alerté sur le sucre à l'époque. Il avait démontré qu'une maladie s'installe dans le corps dès que il n'est pas dans l'alcalinité. C'est-à-dire que dès qu'on est trop en acidose, c'est un dérèglement et boum, c'est la porte ouverte. Donc, il faut absolument créer ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Ce que je mange ne doit pas être acide ou trop acide, et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui avec tout ce qu'on mange. Et donc, il faut rééquilibrer avec de l'alcalinité, mais apparemment, on n'a pas sous la main ce qu'il faut pour le rééquilibrer. Donc, tout le temps en acidose et en déshydratation. Tout le temps. Donc, l'eau du robinet, on oublie, c'est de l'eau morte qui stagne dans des tuyaux pas toujours bien beaux à voir à l'intérieur. C'est pas joli, c'est marron, c'est boueux, c'est du plomb. Généralement, les vieilles tuyauteries, c'était du plomb. Et donc, les molécules d'eau, qu'est-ce qu'elles font quand elles stagnent, tout comme dans une mare dans la nature? Elles se regroupent entre elles, elles créent ce qu'on appelle des clusters. Donc, les molécules d'eau, elles font comme une grappe de raisin. Et quand vous ingurgitez cela, quand elle rencontre la membrane cellulaire, celle-ci, elle se dit « Oh mon Dieu, c'est monstrueux, comment je vais faire pour avaler ça ?» Donc, elle fait ce qu'elle peut, elle en prend une petite partie, ça ressort de l'autre côté de la membrane et ça reste en déshydratation parce qu'elle n'a pas pu être hydratée à 100% et c'est démontré que l'embouteille le robinet hydrate à 15%. Qu'est-ce qu'on fait de On la ne peut pas l'utiliser finalement. Le corps ne peut pas l'utiliser en tant qu'eau. D'accord. Non, il ne peut pas. Il se dit non mais c'est trop gros. Et les organes aussi s'hydratent, la peau s'hydrate, tout s'hydrate. Hein. On est à peu près à 70-80% d'eau quand on est adulte. Les organes sont composés d'eau, la lymphe, le sang, tout, c'est de l'eau partout, les yeux qui mouillent, tout est eau. Et la terre, si on regarde bien, est majoritairement constituée d'eau, le corps aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il a besoin? Le corps de l'eau de source. Mais l'eau de source, on la boit plus, soit elle est polluée, soit on dit plus comme nos anciens, on va au village, on va chercher l'eau à la source, hein, comme Papé, hein, qui allait dans Manon des sources aller chercher de l'eau. Donc ça n'existe plus. Donc on a l'eau du robinet, c'est moderne. Ça a moins de 100 ans, l'eau du robinet, et on fait avec, pensant que c'est une bonne eau. Ça, c'est la première raison, elle est polluée. La deuxième raison, elle crée des macroclusters. Et la troisième raison, c'est qu'elle a un pH neutre autour de 7. Et 7, c'est inutile, c'est neutre. Le corps a besoin de 8,5, 9,5. Donc du coup, l'eau du robinet, on oublie. Et je dénonce ça dans une présentation que j'ai enregistrée, elle est en replay sur YouTube. Si t'intéresse, je te donnerai le lien pour que les gens m'écoutent développer le sujet. Et les bouteilles d'eau, c'est la problématique des clusters, pareil, c'est de l'eau qui stagne et qui stagne dans du plastique, le fameux PET. Donc ce plastique, justement, comme l'eau est un solvant, petit à petit, il y a des microparticules de plastique qui se dégagent et on les avale. Et on revient à cette problématique de l'emploi du biberon avec la bouteille d'eau. Donc c'est pas bon. Et idéalement, ce serait bien que l'eau soit hydrogénée comme les jours de pluie et d'orage dans la nature. C'est comme ça que les courants de rivières, les nappes souterraines, se gorgent de cette eau électrique, gorgée d'énergie, qui est excellente aussi. On appelle ça l'eau hydrogénée. C'est démontré par des scientifiques depuis 2007 qu'elle est excellente pour la santé. Donc l'idéal pour nous, c'est une eau microstructurée, antioxydante et alcaline. Et si elle pouvait être hydrogénée, ce serait parfait. Donc ça, ce serait ce qu'il nous faut. Et où est-ce qu'on peut la trouver, cette eau-là? Ouais. Dans une bonne eau de source. Alors les gens vont dire, c'est bien gentil, mais j'ai pas une eau de source dans mon immeuble. Ça veut dire qu'il faut tous qu'on déménage. Ils vont tous aller chercher une eau de source au fin fond de la jungle. Voilà. Donc, on peut plus boire cette eau de source. Eh bien, il y a des scientifiques au Japon qui ont créé, innové dans une fontaine qui permet de reconstruire, recréer cette eau parfaite. C'est la seule solution sur la planète que j'ai trouvée. Et il y en a vraiment pas d'autres. Donc du coup, j'explique en fin de mes conférences quelle eau il nous faut et quelle solution unique au monde il existe. C'est validé par un comité de 7300 médecins. C'est une innovation médicale homologuée par le ministère de la Santé au Japon. Donc on est vraiment dans le domaine médical. C'est utilisé dans les cliniques et les hôpitaux.
Donc là, c'est la meilleure eau du monde, et Dieu merci, ils ont pensé aux consommateurs classiques et non pas uniquement aux chirurgiens, médecins, et cancérologues, etc., qui utilisent cette eau pour accompagner dans le soin de leurs patients. C'est on va faire un modèle pour les particuliers et on peut les contacter. Et je te donnerai des éléments ultérieurement. Et donc on peut me contacter, me demander en quoi ça consiste et j'enverrai des éléments. Ça marche. Donc Du voilà, coup, la nature ça va fait être bien un les petit choses, suspense. mais Tu vas être assailli de messages. Mais c'est quoi cette eau? ben, si je peux éveiller la curiosité, tant mieux, j'adore ça. Donc, informer, éveiller. Ok, c'est génial. Toi, dans ton activité professionnelle, lorsque tu reçois des gens, de façon systématique, tu abordes le sujet de l'alimentation, de l'hydratation, dans tes thérapies, dans ton coaching, dans ton suivi des personnes que tu as. Alors ça dépend pourquoi on m'appelle. Soit on m'appelle parce que moralement ça va pas, et comme l'être humain est bien fait, entre guillemets, c'est d'ironie, il se réveille toujours quand ça va très mal, et quand il est au bord du gouffre, qu'il en peut plus, qu'il en a marre, et tant mieux parce que c'est toujours dans ces moments-là qu'il y a de l'évolution et du changement dans la vie. Donc on vient me voir parce qu'on va pas bien, mais évidemment, au-delà de la psychologie, j'ai une approche sur la santé aussi, j'essaye de creuser et voir d'où peuvent venir ces mots MAUX, hein, qui peut être physique, physiologique, hein, c'est pas que psychologique. Et puis évidemment, j'appuie toujours sur l'hydratation. Mais si c'est purement de la psychologie, je fais quand même 2-3 séances d'abord pour l'aider à aller mieux. Et ensuite, on va s'intéresser plutôt à ça. Et si c'est des gens qui m'appellent pour un bilan holistique, bah alors là, j'attaque direct, on n'est pas dans la psy. C'est qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu manges, et comment tu bouges et comment tu penses. Voilà. Les 4 piliers de la santé, c'est hydratation, alimentation, micronutrition, posture mentale. Donc, on fait un point sur les 4 piliers. Ok. Évidemment, 9 fois sur 10, il n'y a rien qui va. Oui. Ok. Tout est travers. Donc c'est pareil, si les gens veulent avoir tes coordonnées pour te contacter en tant que thérapeute holistique, tu me laisseras ton lien ou la voie que tu préfères par laquelle être contacté. D'accord. Eva, je te remercie infiniment pour cet échange très riche et pour tout ce que tu partages, même si tu gardes le suspense sur le moment clé en fait de cette histoire d'hydratation, mais on va forcément avoir envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que on peut te souhaiter aujourd'hui? Aujourd'hui, pas aujourd'hui forcément dans les temps qui viennent, en fait, qu'est-ce qui serait souhaitable pour toi? Bah, c'est pas vraiment pour moi, je dirais c'est pour les autres. Moi, j'ai pris beaucoup de satisfaction d'avoir appris quelque chose à quelqu'un, soit en écoutant une conférence, soit en me consultant, en disant je savais pas ça, et il change, il prend conscience que pour son bien à lui, il change. Et là, on voit les modifications, ça va de mieux en mieux, et on oublie le passé, on change notre vie. C'est ça en fait qui me procure du plaisir, c'est que les gens prennent conscience qu'ils se font du mal, sans le vouloir évidemment. Ils font du mal à leur progéniture sans le vouloir, parce que ça plus ça égale voilà, des conséquences. Donc, tant qu'on est bien informé, on fait bien les choses. C'est le manque d'information, c'est tout. Voire la désinformation. Est-ce que une des facettes de ton chemin de vie, ce serait d'être un facteur de changement? Je sais pas. Moi, je sais que je suis en constant changement, mouvement. C'est dans ma nature. Voilà, je n'aime pas ce qui stagne, les pensées limitantes. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je suis comme ça. Et Je je vais l'ai pas pas. changer. Ouais, j'aime pas tout ce qui est stagnant comme l'eau là, l'eau, tout ce qui stagne, j'aime pas. Évoluer sur la planète, on n'est pas là pour être d'une façon immuable jusqu'à la mort, quoi. Ça n'a pas de sens. Le cheminement intérieur, le mindset, la psychologie. La connaissance, qui est pour moi un des piliers fondamentaux de l'être humain, c'est la connaissance. Ça, on pourra faire un autre podcast là-dessus. Pourquoi les gens se font autant de mal à lire et écouter autant de bips sur les médias. Forcément, quand on se remplit le cerveau d'idioties, de choses inutiles, voire de la désinformation, et qu'on croit que c'est la unique vérité, ben on se fait du mal parce qu'on est crédule et on écoute sans réfléchir. Et on se fait beaucoup de mal aussi, mais on s'en rend pas compte. Est-ce que tu aurais une ressource à conseiller ou à partager avec les auditeurs?
Qui Bon, viendrait naturellement, tu dirais, mais c'est incontournable, ou ça va liser ce truc, une ressource humaine particulière. non, par contre, c'est vrai qu'on en parlait en préambule avant l'enregistrement, que j'ai beaucoup d'admiration pour Philippe Bobola, qui est anthropologue, psychothérapeute, etc., qui a d'immenses connaissances et quoi qu'il dise, c'est extrêmement enrichissant et intéressant. Et donc évidemment des sources et des références, j'en ai à l'infini, puisque je fais ça toute la journée depuis 30 ans, hein, lire et aller vers la bonne source. Voilà, et pas tout lire, ça n'a pas de sens, et plutôt des références. Donc j'en aurais tellement. D'ailleurs, j'ai fini par constituer une bibliographie dans mon drive, on me dit par sujet, thématique, parce que je ne saurais pas. Mais là, voilà, sans réfléchir, moi j'ai Ouais. beaucoup d'admiration pour Philippe Bobola. C'est une encyclopédie. Quoi qu'il dit, c'est super intéressant, enrichissant, intelligent. Voilà. S'il y en avait qu'un que je devais écouter, ce serait lui. Ah ben voilà, c'est exactement, c'était la Voilà. question. Tu vois, si tu en avais qu'un que tu gardais dans tes milliers de sources d'apprentissage, ce serait lui. Je Mais te il y en a remercie. plein d'autres, hein, mais c'est lui qui me vient comme ça. Mais il y en a autant Voilà, et moi, mais brillant complètement. que lui, hein. Dans 2 jours, tu me diras, mais il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Forcément. Écoute, je te remercie vraiment pour ce partage à la fois authentique et riche. Je te souhaite une journée géniale et puis merci encore d'avoir passé ce moment avec nous. Bon, merci à Salut toi. Eva, à bientôt. À bientôt. Et si un simple changement transformait radicalement ta vie? Ce que tu ne sais peut-être pas au sujet de l'eau que tu bois, c'est que l'eau du robinet comprend, entre autres, du chlore et des fluors reconnus comme cancérigènes, des métaux lourds, des résidus médicamenteux, des pesticides, de la radioactivité. L'eau en bouteille plastique, quant à elle, dégage des microparticules de plastique. On en ingère environ 5 grammes par semaine, soit l'équivalent d'une carte de crédit. Elle est longuement stockée, notamment au soleil, et le stockage fait croupir l'eau. C'est une eau stagnante qui génère des macroclusters et l'empêche d'hydrater en profondeur tes cellules et tes organes. Si tu filtres ton eau, tu dois également savoir que ton organisme a besoin d'une eau antioxydante, microstructurée, alcaline. Alcaline, oui. Et là, tu te demandes où et comment trouver de l'eau qui réponde à ces 3 critères. Tu veux en savoir plus? L'eau est un sujet de questionnement ou d'intérêt pour toi, ta santé, ton bien-être global et celle de tes proches également. Clique sur le lien dans la présentation de ce podcast ou contacte-moi. Dans le prochain épisode, tu vas découvrir des idées de recettes faciles, bonnes pour la santé et plutôt festives. Reste à l'écoute. Le prochain épisode, c'est déjà la semaine prochaine. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté